Paroles semées par Marc Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, ces émotions qui nous font vivre. Ce que vous allez entendre ici, c'est une succession de 9 enregistrements de 2-3 minutes chacun. Ils constituent des interviews effectuées sur Radio Arc-en-Ciel à La Réunion et vont nous dire comment ces émotions nous font vivre. Il y aura 4 grands chapitres, des émotions qui parlent, des émotions qui orientent, des émotions qui canalisent, des émotions qui transforment. Bonne écoute. Les émotions, c'est le mode principal d'expression de l'être humain. C'est ce qui nous rend humains. La joie, la tristesse, la peur et toutes les autres émotions. C'est ce qui vient même avant nos mots. C'est ce qu'on voit sur les visages avant que les bouches parlent. C'est le premier langage de l'homme et c'est le langage principal. Par exemple, il arrive une situation dans le monde d'aujourd'hui. Un avion se casse la figure à 10 000 km d'ici. Toutes les radios en parlent, les télés en parlent, je peux ressentir de la compassion, je peux être touché, mais si le soir je suis invité à dîner chez des amis pour fêter leur anniversaire, ça ne va pas m'empêcher d'y aller. Par contre, l'avion, le même fait, il y a quelqu'un de ma famille dedans. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me bouleverse, ça me bouscule, et évidemment je ne vais pas pouvoir aller fêter l'anniversaire des amis. C'est pour ça que le plus important pour l'être humain, c'est pas tant les faits, mais qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Comment je réagis émotionnellement à une situation, à un événement, heureux ou malheureux d'ailleurs. Voilà. Le plus important, c'est le qu'est-ce que ça me fait? Et quand je réagis jamais objectivement en fonction des faits, je réagis toujours à partir de mon ressenti. C'est pour ça que c'est mon premier langage. Et parfois, ce premier langage, il va falloir le canaliser, parce que si mon ressenti est terriblement violent, je peux à mon tour devenir terriblement violent et casser la figure à l'autre. Et ça, il va falloir le canaliser. Un torrent de montagne, on sait que ça peut irriguer, que ça peut vivifier. Les émotions, c'est pareil. Mais on sait aussi qu'un torrent de montagne, en cas de grosse pluie, ça peut tout noyer et tout détruire. Alors on va construire des canalisations pour guider l'énergie de l'eau afin qu'elle produise de l'irrigation, de l'électricité ou autre chose. Et c'est ça, canaliser. Ce n'est pas cacher, c'est garder toute l'énergie en évitant qu'elle déborde. Débordement pour l'émotion, ça peut être la violence, ça peut être l'insulte, ça peut être l'agression, l'agressivité. Comment canaliser ces violences qui viennent de nos ressentis douloureux? Comment faire pour que quand je suis en colère, c'est légitime d'être en colère. Être en colère, c'est dire non à quelque chose que je ne supporte pas. La colère est une émotion légitime. Ce qui n'est pas légitime et ce qu'il faut canaliser, c'est quand la colère devient violence. Si on devait cacher ces émotions, est-ce que cela aurait des répercussions négatives? Alors une émotion, elle est un langage, un sourire, des larmes. Un langage qui parle, pas d'abord avec des mots, mais d'abord avec des expressions. Si vous cachez ces émotions, vous allez avoir plein d'ennuis. Exemple, on a appris parfois aux petits garçons qu'un garçon, ça ne doit pas pleurer. Un homme, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer. Comme si les larmes étaient une faiblesse. Mais on a appris ça aux petits garçons. Qu'est-ce que ça produit quand ils cachent leurs larmes? On s'étonne qu'après ils deviennent machos. Une émotion ne peut pas se cacher. Quand une émotion
ne s'exprime pas, elle est réprimée, elle va s'imprimer à l'intérieur de nous jusqu'à nous déprimer ou à nous faire exploser. L'émotion ne se cache pas. Des gens qui se sont verrouillés, qui se sont mis une carapace pour ne pas montrer leurs émotions, sont souvent des gens difficiles à supporter et qui, en plus, sont malheureux. Réprimer l'émotion, la cacher, c'est réprimer l'humain en nous. Les émotions, on les juge souvent très mal et on se dit, il ne vaut mieux pas trop en dire aux autres. Pourquoi? Alors non seulement on se dit, il ne faut pas trop en dire aux autres, mais si je vois quelqu'un qui est dans l'émotion, des fois je me dis, oh ça, il ne faut pas trop que j'y touche, c'est son intimité à lui. Alors moi je voudrais dire à tous ceux qui pensent ça, quoi qu'il arrive, si vous ne voulez pas dire, sachez que votre émotion se voit. Et si vous ne dites rien, vous prenez le risque que l'autre interprète votre émotion, n'importe comment, parce qu'il n'y a que vous qui savez pourquoi vous êtes dans cette émotion. Et lui, il va l'interpréter en fonction de ce qu'il est lui. Et il risque de traduire ça en jugement sur vous. D'où mon émotion, si je veux... Les gens, ils parlent souvent de maîtriser l'émotion. Moi, je ne prends jamais ce mot-là, je préfère canaliser, parce que ça garde toute l'énergie, mais ça empêche les débordements. Mais je peux prendre le mot maîtriser dans une circonstance. Quand je suis ému, ça m'arrive d'être ému dans des assemblées de formation où j'ai des choses à dire, des personnes me parlent et je sens une émotion. Et je sens parfois des larmes, des sanglots dans ma voix. Immédiatement je le dis, vous voyez, je suis touché, je suis ému. Et ainsi, je garde la maîtrise de mon émotion. D'abord, j'empêche l'autre de l'interpréter n'importe comment. Et en même temps, en mettant des mots dessus, moi, je la canalise. Mettre des mots sur ses émotions, ça évite le jugement de l'autre. Et ça me permet de rester maître de mon émotion. Vouloir cacher mon émotion à l'autre, sachez que c'est impossible. Ou alors, les autres vont vous dire, oh là là, celui-là, il est rigide, il est fermé. Eh ben oui, si vous cachez tout, vous fermez tout, vous mettez les verrous. Et les gens, ils voient les verrous, et ces verrous, ils deviennent obstacles. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut déverser tout à n'importe qui, n'importe quand. On peut dire, aujourd'hui je suis ému, je suis touché, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'on ne va pas le dire à n'importe qui. Parce que aussi on ne va pas répandre ses émotions au travail ou dans n'importe quel endroit. Mais sachez que vos émotions se voient, et nommez-les pour en rester maître. Pourquoi devons-nous être conscients de nos émotions? Parce que ces émotions, d'abord, elles sont un peu comme un radar. Attention, c'est pas le radar qu'il y a sur les routes pour nous faire ralentir. C'est pas du tout celui-là. C'est le radar qui guide les avions, par exemple. C'est, pour ceux qui l'utilisent, le GPS qui nous guide sur la route. L'émotion, je vois quelqu'un qui approche, j'ai un ressenti positif. Je sais encore pas pourquoi, mais ça m'alerte sur, tiens, voilà quelqu'un avec qui j'ai envie de parler. Je vois quelqu'un qui s'approche, qui a un regard sur moi, oups là, ça, il faut que je me protège. C'est cette émotion qui m'alerte. L'émotion aussi, elle peut m'apprendre des choses sur moi. Une personne me dit une parole anodine, une parole qui peut-être est gentille, mais voilà que cette parole, pour moi, elle va me blesser. Et je risque d'accuser l'autre de m'avoir blessé. Non, c'est pas l'autre qui m'a blessé. C'est moi, en entendant ce qu'elle a dit, ça a peut-être réveillé une parole semblable que j'ai entendue il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 15 ans, il y a 50 ans, et qui va se réveiller. Et cette émotion-là qui va remonter, qui va être douloureuse, qui va être difficile, il va falloir que je l'écoute si je veux pas qu'elle se réveille à nouveau
à tout moment, à tout propos, et qu'elle vienne me faire mal dans toutes les circonstances de ma vie. Alors cette émotion, elle va m'apprendre qu'est-ce qui était ma blessure, d'où elle vient, et comment cette blessure, je peux la soigner, éventuellement la guérir. C'est grâce à l'émotion, écoutée, entendue, que je vais pouvoir me libérer de cette souffrance. Je crois que l'intuition et l'émotion ont quelque chose à voir. Certains ont parlé de l'intelligence émotionnelle. Et une émotion est toujours vraie. C'est-à-dire que si je suis triste, il y a une raison. Si je suis heureux, il y a une raison. Si j'ai envie, il y a une raison. Si je suis jaloux, il y a une raison. Pas toujours des bonnes raisons, mais il y a une raison vraie. Et cette émotion, intuitivement, elle va me conduire vers ce qui est vrai en moi, ou ce qui est vrai dans une relation, ou ce qui est vrai dans une situation. À condition que j'écoute cette émotion, que je me laisse pas déborder par elle, pour ça il y a quelques moyens qu'il va falloir prendre, et que je ne projette pas mon émotion sur l'autre. Si j'ai mal, c'est pas forcément « tu m'as fait mal », c'est « telle parole que tu as dite m'a fait mal ». Donc cette émotion-là, elle va parler de moi, de ce que je ressens, de ce que je suis, et donc elle est quelque chose d'une intelligence qui me conduit à ma vérité profonde. L'intuition qu'on a face à une personne, est-ce qu'elle n'est pas suscitée par ces émotions qui se dégagent de l'autre? Oui, bien sûr. Je crois que dans les relations humaines, il y a beaucoup de ce que j'appelle du feeling. C'est étonnant, il y a des personnes, vous rencontrez 20 personnes que vous ne connaissez pas, il y a des personnes avec qui tout de suite vous sentez qu'il y a un feeling. Puis d'autres avec qui il y a une sorte d'indifférence, d'autres avec qui vous avez une sorte de crainte, vous ne savez pas pourquoi. Alors le grand risque, ce serait d'aller dans le jugement, ce serait de dire celle-là c'est quelqu'un de bien, parce que j'ai du feeling, celle-là c'est un imbécile parce qu'il me fait peur, ou celle-là, c'est nul parce qu'elle m'est indifférente. Absolument pas. Ce feeling, c'est mon émotion, c'est ce que je ressens dans cette relation à l'autre. Dans cette espèce de relation pré-verbale qui vient avant le mot, avant même de savoir qui c'est, ce qu'il a à dire. Vous savez, on est très riches, les êtres humains. On communique aussi par des tas d'intuitions, de feeling, d'émotions qui se déclenchent avant même que j'en sois conscient. Et l'important, c'est d'accueillir l'émotion, de savoir que ça parle de moi, que ça parle aussi de l'autre. Et puis, d'avoir la patience d'attendre que cette émotion me révèle ce qu'elle veut me dire. Pourquoi j'ai du feeling avec l'autre? Peut-être que c'est dans le dialogue, dans une action commune, dans ceci, cela, que va se confirmer ou s'infirmer ce feeling et que je vais découvrir en quoi nous sommes complémentaires. Voilà. Mais toutes les histoires d'amour commencent comme ça. Comment ça se fait que si je suis un homme, telle femme, je sens un attrait, tel autre, j'en ressens pas. Toutes les histoires d'amitié commencent comme ça. Toutes les histoires de solidarité peuvent commencer aussi comme ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il va falloir qu'il y ait autre chose. Mais on est d'abord des êtres d'émotion. Pour canaliser ses émotions, quand on se sait dans des émotions négatives en permanence, il faut donc faire un travail sur soi. Il y a besoin d'une thérapie alors? Pas forcément. Certains en ont besoin. Il y a besoin de pouvoir parler. Il y a besoin de pouvoir dire ce que je ressens. Mettre des mots sur ce que je ressens et il faut que ces mots soient entendus.
par quelqu'un qui va pas tout de suite se précipiter à me donner la solution, ou qui va pas se précipiter tout de suite à me dire mais t'inquiète pas, c'est pas grave, qui va me dire mais qu'est-ce qui est grave pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et qui va me laisser parler. Alors ça peut être mon conjoint, ça peut être un ami, ça peut être mes parents, ça peut être un collègue, ça peut être pour certains un psy. Parce qu'il y a besoin d'aller voir quelqu'un qui est complètement étranger à mon réseau habituel, ou voilà. On va pas voir un psy parce que c'est très grave, on va voir un psy parce que c'est un moyen qu'on a trouvé. Voilà, et qu'on veut pas envahir sa vie familiale avec ces difficultés-là. Les mentalités évoluent au niveau des psys, je pense. On se dit que c'est quelqu'un qui peut nous aider à cheminer dans notre connaissance de soi, mais en même temps, parfois on pense que non, je ne suis pas fou, pourquoi j'irai voir un psy? Et donc là, vous dites en fait que c'est aussi une manière de ne pas ramener des problèmes chez soi et donc peut-être de ne pas donner des émotions négatives aux autres. Voilà. Autant on peut s'entendre, s'écouter, se partager ses difficultés avec des gens qu'on aime bien, autant mon conjoint peut pas être mon psy, parce qu'il peut pas être jugé parti. Et que le psy, on va pas le voir parce qu'on est fou, on va le voir parce qu'il est quelqu'un d'étranger à ma vie et qui peut m'entendre sans que ça le perturbe et sans que ça perturbe une relation qui n'existe pas avec lui, sinon la relation du soin. Le psy, on va pas le voir parce qu'on est fou, de même qu'on va pas chez le médecin parce qu'on est mourant. On va chez le médecin parce qu'on est malade, parce qu'on a besoin d'un conseil, parce que... voilà, on va chez le psy parce qu'on a besoin d'un conseil sur les relations qu'on a à vivre, sur la connaissance de soi, et que tout seul, pas toujours s'en sortir tout seul. On peut avoir toutes les bonnes techniques, les bons outils, essayer de s'en servir. Le risque à ce moment-là, ce serait de se dire mais je suis nul puisque j'y arrive pas. Alors que c'est pas du tout ça. Il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on ne peut pas canaliser nos émotions. D'abord, il y a le phénomène de la cocotte minute. Vous savez, la cocotte minute, s'il n'y avait pas la petite soupape au-dessus qui tourne et le gaz qui s'échappe, ça explose. Et ben nous, on a parfois des émotions qui s'accumulent, ou des tensions qui s'accumulent dans nos vies. Et trop d'accumulation fait que ça risque tout casser. Donc, c'est pas l'émotion du moment. L'émotion du moment, elle ne va être que le déclencheur de tout ce qui a été accumulé. D'où, pour canaliser ça, où est ma soupape? Quel temps je peux me donner pour lâcher prise? Je fais du sport, je fais de la musique, je rencontre des amis. Chaque être humain a besoin de temps en temps de se relâcher ou de recharger sa pile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il peut y avoir des émotions interdites. Quand on interdit à un garçon de pleurer parce que ça, c'est pas bien pour les garçons. Voilà. Comme si ce n'était que les femmes qui avaient le droit d'être faibles. Entre parenthèses, quel regard sur la femme. En plus, les larmes, ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Les larmes, ça a à voir avec ça me touche, ça me libère de pleurer et ça peut même laver les larmes. Alors, l'émotion interdite, quand on dit aux enfants, aux garçons qu'ils ne doivent pas pleurer, alors ils vont remplacer ça par autre chose. Par de la violence, par devenir macho, etc. Par la force physique, voilà. La valorisation de la voiture sur la route où on va aller à toute vitesse pour montrer qu'on est les meilleurs. Tout ça, c'est des phénomènes de remplacement d'émotions qui ont été interdites et qui donc sont des remplacements qui deviennent violents d'une manière ou d'une autre. Donc, toutes les émotions sont légitimes. Toutes, absolument. Autre émotion interdite, pour certains, la colère. Ah, c'est pas beau de se mettre en colère. Non. Ce qui n'est pas beau, c'est de devenir violent. Mais la colère, c'est ma manière de dire non à quelque chose que je ne supporte pas. Je peux être en colère sans être violent. Et les gens qui s'interdisent la colère, souvent ne savent pas dire non. Enfin, troisième élément
pour lesquels il est difficile de canaliser une émotion, c'est ce que j'appelle les mines antipersonnelles. Vous savez, ces mines qui restent après un conflit, le conflit est terminé, mais elles restent enfouies dans le sol, et il suffit de marcher dessus pour que ça pète. Eh bien, il y a des vieilles blessures enfouies en nous, qui peuvent péter à tout moment, sur un petit événement anodin. Les autres, ils vont rien comprendre, ils vont dire, mais il n'y a pas de raison de se mettre dans des états pareils. Parce que simplement, l'événement d'aujourd'hui va réveiller une vieille blessure qui date d'il y a 1 mois, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, de mon enfance. Et que cette vieille blessure-là se réactive à chaque instant, tant qu'elle n'a pas été traitée. Alors ça sert à rien de dire, il faut que je canalise mon émotion à ce moment-là. Il faut à ce moment-là soigner la blessure. La conscientiser, la laisser s'exprimer, la laisser venir, chercher quelle est cette blessure. Et alors, à ce moment-là, quand je saurai d'où vient cette blessure, que j'en prendrai soin, mon émotion se canalisera toute seule. Il y a de ces émotions qu'on n'aime pas forcément ressentir. La peur, par exemple, parce qu'on se sent impuissant alors. Mais à quoi ça nous sert, cette peur? La peur, c'est une émotion qui manifeste un besoin insatisfait, un besoin très important, qui est le besoin de sécurité. La peur vient quand je suis dans l'insécurité. Et cette peur, j'ai envie de dire, aimez-la, cette peur, parce qu'elle peut vous sauver la vie. Vous traversez une rue sans faire attention, vous entendez un grand coup de frein, vous avez une trouille terrible. Eh bien, cette trouille, elle va peut-être vous sauver la vie, vous empêcher de passer sous la voiture. À condition que le chauffeur à côté, il sache appuyer sur le frein aussi. Mais voilà, la peur peut nous permettre de chercher la sécurité. Parfois, nous n'arrivons pas à trouver comment nous mettre en sécurité. L'insécurité par rapport à l'emploi, l'insécurité financière, l'insécurité psychologique, etc. L'insécurité par rapport au manque de confiance en nous. Ça peut développer une anxiété qui devient à ce moment-là une pathologie. Donc, le problème n'est pas de réduire l'anxiété, c'est de trouver d'où elle vient, de quoi j'ai peur, d'accepter, de reconnaître que je suis dans l'insécurité. Et à ce moment-là, de ne pas rester tout seul avec cette insécurité. De même qu'un entrepreneur, il vous envoie pas sur un échafaudage sans vous mettre un casque, un harnais éventuellement. Je voyais l'autre jour monter à la cascade de Niagara contre les roches, là je voyais des escaladeurs, ils étaient sacrément bien équipés, et puis la paroi était bien équipée aussi. Du coup, ils avaient peut-être un peu peur, mais leur sécurité était assurée, et cette peur-là pouvait même les motiver à avancer. Mais si on les envoie faire ça sans avoir le minimum d'outils pour se protéger, alors cette anxiété va les tuer. Donc à certains moments, il faut se demander comment je peux me protéger et chercher des moyens efficaces de protection. En fait, Marc Thomas, de canaliser nos émotions. Et moi, je pensais à la colère, cette colère qui, dit-on, on doit la laisser exploser. Alors, vous en pensez quoi? Je ne dirais pas qu'on doit la laisser exploser, parce que l'explosion, pour moi, allume un clignotant risque de violence. Mais on doit la laisser se vider. Imaginons que vous êtes en colère, ou que je suis en colère. Quelqu'un arrive et avec les meilleures intentions du monde me dit « Mais calme-toi, il n'y a pas de raison. » Ça vous fait quoi? Ça ne fait qu'amplifier ma colère. Pourquoi? Parce que ma colère, elle n'est pas accueillie. Que l'autre qui n'est pas dans la colère, c'est facile pour lui de dire « Calme-toi ». Mais moi, si je suis en colère, c'est justement que je ne peux pas me calmer. Alors, comment faire? Laisser la colère tout casser? Non, certainement pas. Je n'ai jamais à accepter ni les insultes, ni la violence. Mais je peux entendre la colère de l'autre. Plutôt que de lui dire « calme-toi », je vais peut-être lui dire
Quelle colère! Qu'est-ce qui se passe? Et lui va parler. Au début, ça va sortir dans tous les sens, un peu comme un torrent de montagne, qui sort, qui jaillit avec puissance, ou comme le souffleur là-bas, sur la côte ouest. Hein. Voilà, ça va jaillir très fort. Puis petit à petit, au fur et à mesure où la vague va être moins forte, la parole va se calmer. Et la personne qui va vider sa colère va d'elle-même, par les mots, se calmer. C'est-à-dire qu'elle aura travaillé sa colère par ses mots, et que les mots lui auront permis de mettre la colère de son cœur en lien avec la raison de sa tête. Et que petit à petit, eh bien, le torrent va se canaliser grâce aux mots. C'est ce que j'appelle vider la colère. Alors oui, au début, c'est un peu rocailleux, il y a un peu des cris, il y a un peu des mouvements, et petit à petit, les choses devraient normalement se calmer. Condition qu'il n'y ait pas de maladie, d'alcool, de drogue, de choses comme ça, parce que c'est aussi d'autres éléments qui peuvent amplifier la colère, et pour lesquels il faut d'autres manières de traiter les choses. Quand on se sait colérique, comment on peut canaliser cet accès d'agressivité? Quand on se sait colérique ou ayant tendance à de la colère fréquente, ou à d'autres émotions négatives fréquentes, c'est vrai que mettre des mots et mettre en relation la colère du cœur avec la raison de la tête, c'est difficile et c'est parfois insuffisant. Donc il faut aller chercher plus loin, j'allais dire plus bas. Il faut aller chercher dans vous savez, ce qui nous fait mal aux tripes de temps en temps, ce qui nous fait mal au ventre. Le ventre, c'est souvent le cœur des passions. C'est le cœur des besoins fondamentaux de l'être humain. Les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est chacun a le droit de respirer, de manger, de dormir. C'est chacun a le droit d'être en sécurité. C'est chacun a le droit de ne pas être exclu, d'avoir des solidarités. C'est chacun a le droit d'être reconnu, valorisé. C'est chacun a le droit de s'accomplir et de réussir sa vie. Quand ces besoins-là fondamentaux de l'être humain sont pas satisfaits, alors mon émotion est négative et ma colère peut se développer. Quand ils sont satisfaits, alors mon émotion va être positive et je vais être un homme bien dans mes baskets, heureux, ayant confiance en lui, pouvant faire face aux désagréments de la vie sans que ça casse tout. Donc le problème de celui qui est colérique ou de celui qui est désespéré ou de celui qui est déprimé, c'est pas seulement de mettre des mots, c'est aussi d'aller chercher, mais quel est ce besoin insatisfait? Où est-ce que je suis en insécurité? Quels sont mes alliés? Quelles sont les souffrances de l'exclusion? De quelle reconnaissance j'ai besoin pour savoir que je vaux quelque chose et que ma vie, elle a du sens? Voilà. Il va falloir aller chercher là, dans ces besoins fondamentaux de l'être humain. Et alors, si petit à petit ces besoins commencent à avoir un peu plus de satisfaction, eh bien, comme par miracle, ma colère va baisser. J'ai été, dans une grande période de ma vie, très vite, très facilement agressif. Les gens me disaient, tu as des paroles tranchantes qui font mal. Et dès que j'étais pas bien, j'étais agressif. Il a fallu que je travaille sur moi longtemps, et j'ai trouvé d'où venait mon insécurité. Et j'ai trouvé que c'était cette insécurité. Je ne savais pas très bien qui j'étais ni vers où j'allais, et que cela déclenchait mon agressivité. Eh bien, d'avoir clarifié, de m'être un peu rassuré sur à quoi j'étais appelé, qu'est-ce que j'avais à faire, par enchantement, j'ai vu mon agressivité baisser. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille ces émotions aussi. Est-ce qu'il y a des gens en fait qui arrivent à cacher totalement leurs émotions, qui n'arrivent plus à en exprimer? Oui, j'entends parfois des gens me dire j'ai l'impression que je ne suis plus sensible à rien. Je ne pleure jamais. Je voudrais bien même parfois pleurer, mais j'y arrive plus. Ou bien je me sens indifférent à tout ce qui se passe autour de moi et ça me convient pas. Je pense que des personnes qui, hormis problèmes de santé que je ne connais pas et sur lesquels je ne suis pas compétent,
que des personnes qui en arrivent là sont des personnes qui ont dû se protéger contre des choses trop douloureuses et qu'il y a une sorte d'autoprotection, de protection automatique qui vient pour éviter d'imploser ou d'exploser. C'est une manière comme une autre de se protéger. Alors sûrement insatisfaisante. D'ailleurs, beaucoup le disent d'eux-mêmes que c'est pas satisfaisant pour eux. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus d'émotion, on n'a plus de ressenti, c'est comme quand on n'a plus de goût ou plus de toucher. Enfin, il y a quelque chose de la vie qui est parti. Et l'important, c'est pas de trouver des techniques pour sortir de cette carapace, c'est de se dire, mais comment ça se fait que j'ai eu besoin de cette carapace? Est-ce que j'en ai encore besoin? Ou est-ce que c'est quelque chose dont j'ai eu besoin à un moment et dont je ne sais pas comment me débarrasser? Quand j'ai eu une jambe cassée, on m'a mis un plâtre ou on m'a mis une attelle. Je ne sentais plus rien, je n'avais plus de mobilité. Mais heureusement qu'on m'a retiré le plâtre et l'attelle, cette carapace qui m'a permis de me reconstruire à un moment. Cette carapace, elle peut me permettre de me reconstruire. Le problème, c'est de pouvoir l'enlever quand il n'y en a plus besoin. Vous savez comment on enlève ce genre de carapace? Par la parole. Quand des gens me disent ça, j'essaye de leur proposer de parler. Depuis quand? D'où ça vient? J'essaye de leur proposer de regarder positivement d'abord cette carapace. Si tu l'as mise à un moment, c'est que tu en as eu besoin. Elle t'a peut-être sauvé la vie. Ah oui. Je leur dis aussi, surtout ne juge pas. Ne te juge pas. Et cherche pourquoi tu en as eu besoin, puis demande-toi si tu en as encore besoin aujourd'hui. Ou si tu peux enlever une couche, comme on enlève un vêtement quand il fait un peu plus chaud. Est-ce qu'il faut se forcer en fait à ressentir des choses dans ces cas-là? Faut jamais se forcer. Il faut se demander comment ça se fait que je ne ressens pas. Et il faut se le demander sans se juger. Se forcer, j'aime pas le mot. Si vous voulez dire par ce mot-là s'entraîner, oui. Quand j'ai eu la jambe dans le plâtre, quand on m'enlève le plâtre, il va falloir que je me force à marcher, que je me rééduque, que je réapprenne à faire bouger mes muscles, que je prenne le temps aussi, la patience, que mes muscles ils se reconstituent et qu'ils me redonnent de la force. Donc si se forcer c'est ça, oui, s'entraîner, en sachant qu'on ne s'entraîne à ce genre de choses que sous le conseil d'un bon médecin pour réapprendre à marcher ou d'un bon kiné, et que se forcer tout seul quand on est devenu insensible ou quand on a eu un problème émotionnel, c'est toujours bien de le faire avec quelqu'un avec qui on a confiance et avec qui en tout cas on peut en parler de temps en temps et dire où est-ce que ça fait mal quand on se force un peu. Cet audio se termine. Je souhaite que ces quelques réflexions aient rejoint votre expérience et qu'elles vous ouvrent quelques pistes pour canaliser, traiter, vivre. Bref, pour vivre vos émotions au quotidien, n'oubliez jamais, les émotions sont votre moteur principal dans la mesure où vous les prenez comme un message pour vous et pour votre propre adaptation aux autres et au monde. Bonne chance à vous, bon travail. Et à une prochaine fois. La musique qui a accompagné cet audio a été écrite et est interprétée par José Gurdac dans son album Invitation. C'est la 4e plage intitulée Étincelle. Vous pouvez l'entendre maintenant sans interruption. Merci José.